On pense tous connaître Kung Fu Panda. On en garde tous une image simple, presque rassurante, celle d'un personnage improbable, choisi presque par hasard et qui finit par devenir ce qu'il n'aurait jamais dû être. Une histoire sur la confiance, sur la destinée, sur cette idée familière selon laquelle chacun peut trouver sa place dans ce monde. Il n'y a pas d'accident. Viens avec moi. Et pendant très longtemps, c'est ainsi que le film semble s'être présenté, comme une variation presque classique du récit initiatique, où l'inattendu finit par triompher de ce qui semblait être évident. Pourtant, plus on s'y attarde, et plus cette lecture paraît incomplète, comme si elle laissait de côté quelque chose de plus discret. Car derrière cette trajectoire visible, presque lumineuse, se dessine une toute autre histoire, plus silencieuse, plus dure aussi, et peut-être plus honnête dans ce qu'elle raconte. Pour cela, il suffit, pour s'en rendre compte, de déplacer légèrement le regard, et de ne plus suivre uniquement l'histoire de Po, mais d'observer ce qui existait déjà avant son arrivée, comme une autre structure prête à accueillir quelqu'un d'autre. Tout dans cet univers semble avoir été pensé pour une figure précise, un idéal presque figé, incarné par un personnage dont la trajectoire ne repose pas sur le hasard. Et ce personnage n'est autre que celui de Tai Lung. Tai Lung n'est pas une anomalie du récit, il est au contraire la conséquence logique presque inévitable. Toute son existence repose sur une promesse implicite, celle que le travail, l'acharnement à ce dernier, lorsqu'il est poussé à son extrême, finit toujours par être reconnu, que la discipline forme une légitimité et que cette légitimité sera, tôt ou tard, récompensée ou confirmée. Et c'est précisément cette promesse qui rend son histoire assez troublante, parce qu'elle n'est jamais vraiment tenue. Rien dans son parcours ne suggère une défaillance évidente. Il ne manque ni de talent, ni de rigueur, ni de détermination. Il incarne exactement ce que l'on attend d'un élève modèle, de quelqu'un qui a compris les règles du jeu et qui les applique avec une précision presque absolue. Et derrière cette maîtrise se cache une idée évidente, celle que l'on devient ce que l'on mérite, que l'identité se construit à travers l'effort et que la reconnaissance vient naturellement confirmer cette construction. C'est une vision du monde profondément ancrée, presque intuitive, parce qu'elle correspond à ce que l'on nous apprend dès le départ. Mais ce que le film introduit, de manière presque imperceptible, c'est la possibilité que cette vision soit incomplète, car à aucun moment ce personnage ne semble réellement choisir ce qu'il devient. Tout dans son parcours est orienté dès le départ, structuré autour d'une attente qui le précède. Il n'avance pas vers une découverte de lui-même, mais vers une forme déjà définie, une image qu'il doit atteindre pour être reconnu comme légitime. Et cette image ne naît pas de lui-même, elle lui est transmise, imposée presque inconsciemment à travers le regard de celui qui l'élève, de celui qui projette sur lui une promesse qu'il finira par intégrer comme une certitude. La relation avec celui qui l'a formé, avec Shifu, n'est pas simplement une relation d'apprentissage. Elle devient le cadre même dans lequel sa valeur se construit. Être digne, ce n'est pas seulement une aspiration personnelle, c'est une attente à satisfaire. Car à partir du moment où l'on cherche à correspondre à une attente extérieure, l'effort change de nature. Il ne s'agit plus seulement de progresser, de se transformer, mais de répondre à un regard, de valider une image que l'on n'a pas entièrement choisie. Chaque réussite devient une étape vers une reconnaissance attendue, et chaque échec une remise en question de sa propre valeur. Dans le contexte du film, l'effort n'est plus libre, il devient conditionné, orienté vers un objectif qui dépasse celui qui le poursuit. Et pourtant, tout semble fonctionner. Les années passent, la maîtrise s'affine, la discipline devient presque instinctive, tout indique que ce chemin mène quelque part, que cette construction progressive finira par être validée. Et c'est précisément ce qui rend la chute si difficile à accepter, parce qu'elle ne vient pas corriger une erreur, elle vient briser une logique entière, elle vient introduire une dissonance là où tout semblait cohérent. Car lorsque le moment arrive, lorsqu'enfin la reconnaissance attendue semble à portée de main, quelque chose se brise définitivement. Qu'avez-vous fait? Rien. Et à cet instant, tout ce qui avait été construit perd son point d'ancrage. C'est une rupture brutale, définitive, mais presque incompréhensible, parce qu'elle ne correspond à aucune des règles implicites sur lesquelles son parcours reposait. Si l'effort ne suffit pas, si la discipline ne garantit rien, alors sur quoi repose réellement la valeur que l'on se donne ?
Lorsque tout se resserre autour de la relation avec Shifu, il n'est, à ce moment-là, plus question du parchemin, ni du titre, ni même du combat en lui-même, mais de ce qui n'a jamais été dit clairement entre les deux, de ce qui a été transmis sans être formulé, et qui revient au dernier instant sous une forme presque fragile. Le combat alors n'est plus vraiment un combat, c'est la conclusion d'une trajectoire qui ne pouvait pas se terminer autrement, laissant derrière elle non pas une résolution, mais la sensation persistante qu'une autre issue était possible quelque part, mais qu'elle n'a jamais réellement eu lieu. Je n'ai que faire de tes remords. Ce qui était une quête devient une obsession. Et ce qui était une construction devient une fixation. Non pas parce que Tai Lung change fondamentalement, mais parce que le cadre qui donnait un sens à ses efforts disparaît. Il ne s'agit plus d'avancer, mais de récupérer ce qui a été refusé, de rétablir une cohérence qui n'existe plus. Et c'est dans ce basculement que quelque chose à laquelle on pourrait même s'identifier apparaît. Car ce qui se joue ici dépasse largement le cadre du récit. Ce n'est plus simplement l'histoire d'un personnage qui échoue et qui deviendra un antagoniste, mais celle d'une attente qui ne trouve jamais de réponse. Celle d'un besoin de validation qui, faute d'être satisfait, se transforme en frustration, puis en colère. Et cette colère n'est pas arbitraire. Elle est le prolongement logique d'un système qui promet une reconnaissance en échange d'un effort, sans jamais garantir que cette reconnaissance viendra réellement. Le moment du parchemin cristallise cette tension. Elle représente en apparence la réponse finale, le point où tout doit enfin prendre sens. Et pourtant, il ne révèle rien du tout. Ou plutôt, il révèle quelque chose, mais qui ne correspond pas à ce qui était attendu. Un reflet simple, presque dérisoire, qui ne contient aucune des réponses que le personnage cherchait. Et face à ce vide apparent, il ne peut que constater l'écart entre ce qu'il espérait et ce qui lui est donné. Il n'y a rien. Mais ce vide n'est pas une absence de sens, bien au contraire, il est une invitation à comprendre autrement. Seulement pour que cette compréhension soit possible, il faudrait accepter de remettre en question tout l'ensemble du parcours, reconnaître que ce qui a été poursuivi ne pouvait pas réellement apporter ce qui était recherché. Et c'est précisément ce que Tai Lung ne peut pas faire, non pas par manque de lucidité, mais parce que cela reviendrait à admettre que toute sa construction repose sur une base fragile. À ce moment-là, le contraste avec Po devient presque inévitable, car là où l'un a tout structuré, tout contrôlé, même tout orienté vers un objectif précis, l'autre n'a rien construit selon les règles établies. Il n'a pas cherché à correspondre à une image, ni à répondre à une attente, il n'a pas été formé pour devenir quelque chose de précis, et c'est précisément ce qui lui a permis d'échapper à cette logique. Il ne devient pas légitime parce qu'il a prouvé quelque chose, mais parce qu'il ne dépend pas de cette preuve pour exister. Cette différence en apparence minime transforme entièrement le sens du récit, car elle oppose non pas deux niveaux de compétences, mais deux rapports à soi. D'un côté, une identité construite à travers l'effort et la validation, et de l'autre, une identité qui existe indépendamment de ce regard extérieur. Si l'une semble plus solide, plus méritante en apparence, elle est aussi plus fragile, parce qu'elle repose sur une condition qui peut ne jamais être remplie. Ce que le film met en scène alors dépasse largement la simple opposition entre un héros et un antagoniste. Il propose une réflexion plus large sur la manière dont on construit sa propre valeur, sur le lien entre effort, reconnaissance et identité. Car la véritable tragédie ici ne réside pas dans l'échec en lui-même, mais dans ce qu'il révèle, la possibilité de consacrer une vie entière à poursuivre quelque chose qui ne pourra jamais réellement combler ce que l'on recherche. Et c'est sans doute pour cela que cette histoire résonne encore aujourd'hui. Parce qu'elle ne parle pas uniquement de ses personnages, elle parle avant tout d'un schéma, celui qui consiste à avancer, à progresser, à accumuler des preuves de valeur, en espérant qu'à un moment donné, cela suffira à se sentir complet. Et parfois, ce moment n'arrive jamais. Et lorsque cela se produit, la question n'est plus de savoir si l'on a fait assez, ni même si l'on a fait correctement, mais de comprendre pourquoi on l'a fait, et ce que l'on espérait réellement trouver au bout de ce chemin. Et c'est peut-être là, finalement, que se situe le cœur de Kung Fu Panda. Non pas dans la réussite inattendue de l'un, mais dans l'échec profondément humain de l'autre. Une manière de rappeler que l'erreur la plus difficile à identifier n'est pas celle que l'on commet en chemin, mais celle qui oriente toute la trajectoire dès le départ. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de mettre un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous avez un Twitter, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le réseau X, lien de mon compte en description. Et si vous vous sentez l'âme un peu généreuse, n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne en souscrivant. Ça vous permet d'apporter un petit soutien financier à la chaîne et ainsi contribuer à son évolution. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.